Bonjour et bienvenue dans Dis-le quand même, ton espace de parole anonyme, sans filtre et sans pression. Tout au long du mois de février, vous avez pu vous exprimer sur le thème politique et laïcité. Et aujourd'hui, pour répondre à tout, on accueille Tom de l'association Hémicycle. Et bonjour, merci de m'accueillir en tout cas. Moi je suis le porteur et le président de l'association Hémicycle qui a un objectif assez clair, c'est de redonner de l'autonomie politique à la jeunesse et de démocratiser l'accès à l'information politique auprès de ma génération, de notre génération. Et pour ça on s'attaque à 3 points. C'est qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On va recréer de la proximité entre toi et tes élus locaux. Et puis il y a un principe un peu particulier qui est ce qu'on appelle de la redevabilité. C'est-à-dire que par la masse, on peut venir dire à un élu « oh, moi aussi je veux savoir qu'est-ce que tu fais dans ta semaine, qu'est-ce que tu as voté, etc. » Viens me dire au sein de la communauté qu'on gère, qui est une communauté WhatsApp, qu'est-ce que tu as fait dans la semaine. Aujourd'hui, on a 4 députés bordelais qui, à tour de rôle, nous expliquent leur quotidien. Prêt pour les questions? Allez. Première question, comment choisir pour qui voter? Il y a 2 choses à regarder avant de savoir pour qui est-ce qu'on va voter. Il y a d'abord la forme du candidat, c'est comment est-ce qu'il s'exprime et de quoi est-ce qu'il parle de manière générale. Et après, il y a un deuxième sujet qui est quand même plus difficile sur lequel se renseigner, c'est le fond de son programme, qu'est-ce qu'il propose réellement. Donc ça, il n'y a pas 36 000 solutions. La meilleure des choses, c'est soit, quand ils sont bien faits, c'est des débats. Et sinon, il faut aller lire leur programme directement sur le site. C'est ce qui va vous donner le plus rapidement possible une idée. Et après, si je peux vous donner un petit conseil, c'est le plus facile pour commencer à s'y intéresser, honnêtement, c'est d'en discuter autour de soi. La politique, ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est du lien social. Et si vous voulez vous développer et vous construire politiquement, vous avez besoin de venir en discuter pour pouvoir commencer à vous construire. Et c'est par la discussion aussi que ça va vous forcer à réfléchir, à penser et à commencer à vous positionner dessus. Deuxième question, est-ce que voter, ça sert vraiment à quelque chose? La question difficile. Voter, c'est 2 choses. C'est d'abord pour certains un devoir et pour d'autres c'est un droit. Un devoir, c'est le sentiment d'être obligé d'y aller parce qu'on est redevable envers notre démocratie. Et un autre, c'est un droit, c'est-à-dire que ce n'est qu'une forme d'engagement citoyen parmi les autres. Et notre génération, elle tend plutôt à ce qu'aujourd'hui, ça soit d'abord un droit. Et on l'exerce si on juge que c'est légitime à y aller. Mais ne pas aller voter, c'est aussi laisser plus de place aux autres de faire des choix à notre place. Et que certes, on n'est qu'une goutte d'eau parmi les autres, mais si nous, on ne porte pas notre propre goutte d'eau, les autres vont la prendre pour nous. Et en fait, on donne du poids aux autres. Donc si c'est mine de rien quand même important d'aller voter, même si ça reste l'engagement citoyen le plus indirect qu'on peut avoir. Troisième question, peut-on être ami avec une personne qui ne vote pas comme nous? J'adore. C'est clairement une question que je me pose aussi à moi-même. Fort heureusement évidemment que oui. On peut être ami avec une personne qui ne pense pas comme nous et qui ne vote pas comme nous. Et heureusement, parce qu'on a besoin d'être pluriel dans cette société. Il y a seulement 2 points qui peuvent faire que la discussion est difficile. Ça va être à quel point est-ce que vos cheminements de pensée, vos idéologies sont différentes. Ça peut être un premier problème. Et après, deuxième problème, c'est le niveau de militantisme que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que si vous êtes tous les deux très 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 militants dans vos idéaux, potentiellement là, oui, vous risquez de vous retrouver un peu plus coincé parce qu'en fait, ça devient vos vies, vos valeurs. Et là, pour le coup, c'est plus quelque chose qui est négociable. Quatrième question, peut-on s'engager politiquement en étant mineur? Il y a quand même des dispositifs pour que vous puissiez commencer à vous engager politiquement. Et l'axe le plus simple, c'est le conseil des jeunes des mairies. Donc toute mairie ou ville a des conseils des jeunes. Donc là, vous pouvez y siéger, proposer des idées, etc. Enfin, vous pouvez y entrer entre 9 ans et 18 ans. C'est le meilleur axe pour commencer à s'engager dans la vie politique, s'y intéresser et faire quelque chose de sympa. Certains partis politiques ont des programmes à destination des mineurs. Mais ce n'est pas quelque chose qui est institutionnalisé. Voilà, c'est comme si vous allez rentrer dans l'association du coin. Donc il vous faudra toujours l'accord, quoi qu'il arrive, de vos parents. Cinquième question, c'est quoi la laïcité? La définition générale est très très simple. C'est la liberté de montrer
d'exercer et de pratiquer un culte religieux. Et l'État protège le fait que vous ayez le droit d'exercer votre culte. C'est ça le principe de laïcité. 6e question. Quel est le lien entre politique et laïcité? Le lien, il vient de la loi de séparation de l'Église et de l'État du 9 décembre 1905 et qui est vraiment une loi constitutive pour notre démocratie. C'est elle qui stipule que notre État n'est pas un État religieux et n'a pas de lien avec n'importe quelle religion. Et donc, quand on dit qu'il y a un lien entre politique et laïcité, il est sur le fait que l'État ne peut pas venir promouvoir, aider, influencer une religion. Ça sera du coup par définition anticonstitutionnel. 7e question. Comment distinguer religion et tradition? Tradition n'est pas foncièrement liée à religion. On peut avoir des traditions familiales, typiquement un vieux truc de votre grand-père. Par contre, religion va systématiquement avec tradition. Typiquement Noël n'est plus une tradition chrétienne, elle est d'origine chrétienne, mais elle est devenue un bien public. 8e question. Pourquoi mange-t-on du poisson le vendredi dans les écoles laïques alors que c'est en rapport avec la religion? Le mot école laïque me dérange un peu parce qu'on fait un amalgame. C'est-à-dire quand on entend école laïque, on entend une école où on ne montre pas qu'on a une appartenance religieuse. Alors que comme je vous le disais un peu plus tôt, un État laïque est un État qui autorise le fait qu'on ait le droit d'exprimer notre religion. Et en fait, l'école, c'est un cas à part. C'est l'exceptionnalité. Et c'est pour ça qu'il faut faire très, très, très attention de ne pas prendre le cas de l'école pour en faire une généralité. Ce qui se passe dans l'école est un cas à part pour le monde, pour la définition laïque. Longtemps, d'ailleurs, on pouvait montrer et exercer notre culte au sein de l'école. Il y a eu plein de problèmes. Et il y a 20 ans, en 2004, on a essayé de faire une loi qui interdit le fait d'exercer et de montrer son culte à l'école. C'est là où on arrive en contradiction avec la laïcité. Et typiquement, le fait de manger le vendredi du poisson, en fait, c'est plutôt de la tolérance. C'est-à-dire que toutes les écoles ne le font pas. Certaines le font, d'autres où il n'y a pas de porc avec les lentilles, typiquement. Voilà, ça fait partie des exceptions où l'école cherche à être souple, parce que normalement c'est ce que veut un État laïque, mais dans un environnement où normalement c'est pas possible de le faire. 9e question. Si la France est laïque, pourquoi les femmes voilées doivent enlever leur voile dans la plupart des écoles et entreprises? On en revient à cette question de la fameuse loi de 2004 qui interdit le fait d'exercer sa religion et de la montrer dans les écoles. De ce fait, avoir un voile ou porter une croix est devenu un problème pour l'école, qui cherche à, le terme ne me plaît pas trop, mais en tant que tel, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et il y avait une question de protéger l'enfant de l'influence de ses parents. Il y avait une question d'intégration aussi dans l'école. Et en fait, le choix a été de favoriser l'intégration par l'uniformisation. Alors qu'on aurait aussi pu choisir une voie de dialogue et de faire comprendre aussi comment fonctionne telle ou telle religion. Mais on est du coup passé par cette forme d'uniformisation, de standardisation de l'écolier. Donc c'est pour ça que c'est devenu interdit à l'école et qu'on demande aux filles d'enlever leur voile. Au niveau de l'entreprise, globalement, chaque entreprise a l'obligation d'avoir une charte de bonne conduite. Et en fait, tout salarié est obligé de respecter cette charte-là. Alors attention, dans le cadre de l'interdiction d'un signe religieux, ça ne peut être justifié que s'il y a un vrai impact sur l'activité économique, sinon c'est interdit. Mais attention, je mets un warning, demande à vérifier. Mais complètement juridique, ça atteint. Alors maintenant, je vais te poser quelques exclamations que les personnes nous ont laissées dans notre boîte. Donc, ce ne sont pas des questions, ce sont des personnes qui affirment des choses. Et je vais te laisser réagir à ces exclamations. Première exclamation, les jeunes ne sont pas informés sur la politique. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais souvent, c'est moins la faute du jeune en question. Il n'est pas question qu'on n'a pas envie de s'y intéresser. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'y intéresser.
Et là, on a des blocages. Parce que, eh bien, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le site de l'Assemblée nationale, mais on n'y comprend pas grand-chose. C'est difficile à lire, les lois, c'est difficile à comprendre. Comprendre la politique, c'est un jargon professionnel. Donc, si on n'a pas les codes et les clés pour comprendre, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile. Donc, déjà, ici, vous avez un premier frein. Après, vous avez un deuxième frein qui sont que les médias actuels sont extrêmement polarisants. Et ça n'aide pas le débat, ça n'aide pas à être nuancé, ça n'aide pas à se construire. On a un troisième problème qui va être la question de la confiance envers nos représentants. Donc, et juste de notre santé démocratique. Et en fait, on n'a pas confiance. Mais alors, je vous rassure de suite, les jeunes ne sont ni moins engagés, ni moins intéressés par la politique que nos aînés. Simplement, notre engagement se manifeste de différentes manières. Et j'irai même plus loin, c'est que depuis les années 80, on vote de moins en moins. Donc ça veut dire que toi, tu votes déjà moins que tes parents, et tes parents votent déjà moins que les leurs. Exclamation numéro 2, l'immigration, c'est bof. Alors, disclaimer, ce ne sont pas mes pensées, ce ne sont pas les pensées d'InfoJeune ni de Tom. C'est une exclamation qui a été anonyme et qui a été donnée, donc je la traite comme une autre. Pour dire que l'immigration c'est bof, il faut vraiment recontextualiser à fond ce qu'est l'immigration. Un peuple qui est resté sans bouger, stagnant tout du long, ça n'a jamais existé. Alors on vient tous de Mésopotamie de base et on a tous beaucoup bougé. Et en fait, une population ne reste pas fixe, elle est mouvante. Et aujourd'hui, donc on a beaucoup, par exemple, de populations maghrébines qui arrivent en France, mais avant, c'était les Polonais et on les traitait d'alcooliques. Et avant, c'était les Italiens et on les traitait de bandits. Et en fait, chaque décennie, il y a son lot qui va avec d'immigration. Il y a quand même un avantage à l'immigration, c'est qu'elle est moteur pour l'économie. C'est-à-dire que généralement, tous les jobs qu'on n'a pas envie de faire, en fait, c'est systématiquement, globalement, l'immigration qui va prendre le relais. Aujourd'hui, on a tendance à penser qu'on cherche à la freiner, mais ça n'a pas toujours été le cas. La France a beaucoup été demandeur de travailleurs étrangers. Donc, c'est normal. L'immigration, il y en a et il y en aura toujours. Troisième exclamation, qui sont en fait deux exclamations. La laïcité, c'est juste utilisé pour être raciste en France. Et la laïcité, c'est OK pour les blancs athées, les dominants, c'est tout. Je comprends le propos. Si la personne fait allusion au fait que on remet systématiquement en question la question de la laïcité, et souvent en utilisant la question musulmane dedans, j'entends ce que la personne dit. Après, on peut aussi le remettre en contexte que l'époque de la séparation de l'Église et de l'État, et du coup d'un État laïque, on est au moment de la Troisième République. La question musulmane, elle n'existait pas à cette époque-là. C'était pas un sujet de société. La question, c'était comment est-ce qu'on arrive à se séparer du catholicisme, qui était immensément plus puissant que ce que vous pouvez imaginer. Et donc le combat, il était surtout là. À aucun moment, Aristide Briand, quand il avait proposé la loi, il a imaginé que ça pourrait être un sujet de société plus tard. Et en effet, à ce moment-là, ça a quand même souvent été des hommes qui ont voté les lois, et souvent blancs. C'est clair. Est-ce que aujourd'hui c'est une valeur qui est systématiquement remise en question et attaquée? Oui. Est-ce que c'est une valeur qui est absolument à défendre? Évidemment. Est-ce que c'est une valeur qui se doit d'être inclusive et pour protéger tout le monde? Absolument. Ben, merci beaucoup, Tom, pour toutes ces réponses. Et je te laisse le mot de la fin. Merci pour les questions. Quand même pas si facile que ça à répondre parce qu'on touche des sujets de société qui sont complexes. Et il y a beaucoup de choses à démêler. Et on en rejoint à ce que je défends, c'est nous recréer cette autonomie-là en politique. Et ça passe par cet apprentissage-là. Donc merci beaucoup pour vos questions. J'ai quand même passé un bon moment. C'était bien marrant. Et puis à bientôt.